Réhéritage, vous l'avez tous bien compris, on est dans une très belle dynamique partenariale qui s'exerce à plusieurs niveaux, entre le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le ministère de la Culture, et en lien très étroit avec nos partenaires institutionnels que vous connaissez, tout l'écosystème institutionnel du logement, nos partenaires techniques évidemment du CSTB, du CEREMA, et puis on va dire toute la cohorte des compétences et du soutien de l'architecture au travers de l'Ordre des architectes, l'Association nationale des architectes des bâtiments de France, et puis les satellites de l'État sur l'animation territoriale. Donc vous voyez qu'on vous a mis quand même autour de vous tout un écosystème le plus favorable pour tenter de relever ce grand défi. On est à un moment finalement où les planètes s'alignent, ou tout du moins il y a une conjonction de choses qui font qu'on partage à peu près tous les mêmes constats. On a un grand défi à relever sur ces patrimoines qui sont notre héritage commun, qui ne sont pas un et uniques. Vous l'aviez vu, et certains d'entre vous représentent des productions industrielles qui ont été faites à plusieurs dizaines de milliers de logements. Donc évidemment des enjeux derrière de diffusion aussi de ces expériences. Il y a aussi un enjeu majeur, et Hélène Fernandez l'a rappelé, il faut qu'on crée les conditions d'une culture commune autour de ce qu'est ce projet de transition écologique, et comment la question de l'architecture, d'ailleurs, qu'elle soit sur des patrimoines remarquables en tant que tels ou d'autres édifices, doit venir irriguer tous les travaux de la transition écologique. Les architectures remarquables du logement, comment on les réhabilite? Alors on avait eu le cas déjà dans Réhéritage de différentes opportunités de travail et de réflexion autour de ces édifices. Certains d'entre vous d'ailleurs en connaissent la teneur, et on s'est rendu compte qu'il nous fallait quand même un cadre dédié et spécifique pour aborder cette question, puisque les planètes à l'époque n'étaient pas si bien alignées que ça pour qu'on réussisse, même avec beaucoup d'accompagnement. Petite mise en perspective, on recroise aujourd'hui comme un clin d'œil toute la production innovante qui a irrigué toute la reconstruction et le soutien à l'innovation. Vous verrez qu'on va revenir sur nos productions, puisque effectivement ce soir on aura Vladimir Kalougine qui va venir nous parler de cette magnifique résidence, et puis qu'on a dans notre panel des maisons Gradin-Jardin. Oui, donc pour le ministère de la Culture, effectivement, il y a un grand enjeu de rentrer aujourd'hui parmi ces acteurs, en lien avec les acteurs du logement. Et en fait, on a donc au ministère de la Culture un label qui l'appelle Architecture contemporaine remarquable, qu'on va découvrir. Donc je ne sais pas si la plupart d'entre vous sont familiers avec ce que c'est, mais je vais vous faire un petit panel. Donc on a 1667 édifices aujourd'hui qui sont labellisés Architecture contemporaine remarquable. Des ouvrages d'art, des logements, de l'architecture culturelle, l'architecture domestique, religieuse, des ensembles urbains, donc tout type de typologie. Parmi ces typologies, on a une très grande partie qui sont des logements. Donc on a au total près de 130 000 logements finalement qui sont labellisés architecture contemporaine remarquable, construites après 1930. Donc un très grand nombre construits dans les années 60-70. Ils ont besoin d'être adaptés aujourd'hui avec un contexte de transition écologique pour adapter et réduire des consommations énergétiques et rentrer finalement pleinement dans cette dynamique de conciliation de politiques publiques entre la transition écologique et la préservation finalement aussi de ce qui fait architecture. Donc, et c'est aussi le moment, comme disait Virginie très bien, remettre finalement dans le débat de la réhabilitation qui aujourd'hui est abordé par des questions de performance énergétique. Vous avez tous entendu parler effectivement du diagnostic de performance énergétique qui a tout à fait interrogé par rapport à l'existant, les audits énergétiques. Et donc dans ce cadre-là, finalement, à la place de l'aborder par le biais de l'architecture, donc c'est vraiment le moment aujourd'hui, à travers ce programme, de remettre l'architecture dedans. Donc rapidement expliquer peut-être qu'est-ce que c'est le label Architecture contemporaine remarquable. Donc c'est un héritage finalement du label Patrimoine du XXe siècle, donc qui a été créé par le ministère de la Culture en 91. C'est une réponse finalement de la France à une directive de Conseil de l'Europe qui était obligeait entre guillemets ou incitait en fait les États membres à prendre des dispositions pour prendre soin de leur patrimoine du XXe siècle. Donc ce label, il distingue donc et signale à l'attention du public les ensembles urbains de moins de 100 ans.
et qui sont témoins donc d'une évolution technique, économique, sociale, politique et culturelle de notre société. Ce qui est vraiment important finalement dans cette démarche, c'est la transmission aux générations futures. Dans un cadre, aujourd'hui, on parle de la massification de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on est aussi dans une politique d'économie de recherche de ressources, d'exigence plus grande de recyclage de déchets. Donc c'est vraiment un mouvement général qui amène à une réflexion de changer nos modes de consommation, et à réparer et à réutiliser, donc notamment aussi finalement les architectures. Donc c'est une architecture donc bénéficie finalement aujourd'hui de ce regard qui était exprimé par donc Hélène Fernandez. Aujourd'hui, le projet de réhabilitation, c'est un projet plein de création architecturale. Donc les architectes aussi doivent pouvoir se saisir de ce marché aujourd'hui par des méthodologies finalement à approfondir. Donc la méthodologie finalement de poser bien le diagnostic, de savoir bien lire finalement ce qu'on a pour ensuite en faire projet en incluant pleinement la transition écologique. C'est pour ça, effectivement, aujourd'hui, le ministère de la Culture était vraiment en plein engagement de créer finalement ce passerelle entre toutes les politiques publiques, hein, donc logement, cohésion de territoire, puisque l'architecture, finalement, elle est partout et elle doit finalement être préservée et transmise aux générations futures. Donc, pour revenir finalement à la réputation du logement, donc c'est une thématique quand même vraiment complexe, comme ça a été dit par Virginie, hein, donc il demande une intervention site occupé pour la majorité des parties, implique donc un écosystème des acteurs qu'on a pu apercevoir, donc mettre tout le monde finalement autour de cette table, essayer de partager finalement ces réflexions communes. Là, on a vraiment, je pense, une innovation à faire, de créer quelque chose, et nous sommes, entre guillemets, j'ai envie de dire, la préfiguration d'une mode d'opération, finalement, qui va pouvoir se mettre en place. Donc on s'inscrit complètement dans l'ADN des programmes du plan construction, du plan construction habitat, du plan urbanisme, construction, architecture. Nous, notre idée, c'est bien de fédérer des nouvelles dynamiques européennes, puisque la majorité d'entre vous, en fait, a déjà quand même beaucoup avancé, travaillé autour des projets de réhabilitation que vous portez, avec des difficultés dont on va avoir l'ambition, nous, en fait, de dresser le panorama pour bien donner à voir où, à un moment, vous êtes aussi démunis, parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi ensemble, et puis à l'échange de à l'occasion de nos échanges, que finalement, il y a des fois, en fait, tout simplement, il manque des outils. Il manque des outils opérationnels, il manque des outils techniques. Et donc, l'enjeu aussi de cette journée, pour nous, c'est que vous puissiez nous témoigner pas tant de la qualité des sites que vous portez, puisqu'on les connaît bien, mais surtout des difficultés que vous avez rencontrées et des besoins d'outils qui même n'existeraient pas ou qu'il nous faudrait préfigurer, des outils techniques, des outils réglementaires, des outils financiers. On est quand même dans une dynamique d'essayer de brancher des prises et de créer ce qu'il faut créer, puisqu'on est tous dans des situations de blocage. On ne perd pas de ligne de vue, et ça, pour le coup, vous le savez, que notre objectif, c'est d'arriver à faire les chantiers. Notre objectif, il est vraiment, le programme Réa puis Réhéritage, c'est des dynamiques opérationnelles, c'est une culture de la dynamique opérationnelle. Donc nous, notre propos, c'est de réussir à un moment à vous accompagner pour préfigurer les bons outils, pour formuler les bonnes commandes, qu'on puisse passer aux équipes de maîtrise d'œuvre qu'il faudra constituer, probablement de manière un petit peu singulière selon chacun des sites, et qu'on puisse ensuite trouver des solutions opérationnelles, quitte à ce que derrière, en raison des caractéristiques patrimoniales des sites, il faille mettre en place des périmètres de dérogation techniques, juridiques, réglementaires qu'on co-construira ensemble. Et puis bon, vous le voyez bien, hein, on est dans un exercice de collaboration assez inédit. Donc, nous, ne serait-ce que même dans la construction du programme, on tâche d'être innovant dans les méthodes de collaboration. Et donc, nous, notre idée, c'est aussi de réussir à deux niveaux, au vôtre, au niveau local, de réassembler autour de vous tous les acteurs locaux, territoriaux et de développer des réseaux de compétences support, parce que vous n'avez certainement pas que votre bâtiment à développer. Et puis nous, au niveau national, de bien brancher les prises aussi pour pouvoir vous accompagner dans ces démarches d'innovation.
Très rapidement, la gouvernance du programme, que vous compreniez, vous qui n'avez vu qu'un versant de l'histoire, en fait, on a fait une hydre à 3 têtes. Donc il y a tout le comité de pilotage institutionnel, qui sont tous les grands partenaires institutionnels du programme, vous en verrez certains aujourd'hui. On a adossé immédiatement, dans le cadre du programme, un comité stratégique et scientifique qui réunit tous les experts nationaux dans le champ de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, du patrimoine, de l'ingénierie, de l'histoire de l'architecture, des techniques, des sciences humaines, majoritairement dans les services de l'État, c'est-à-dire avec une compétence opérationnelle et des interfaces directes en lien avec la politique publique, et qui ont aussi, tout comme vous, une visibilité sur les points de blocage ou les trous dans la raquette qu'il existe dans les politiques publiques. L'idée, c'est que bien collectivement, on soit capable de dresser ce panorama et de donner à voir où, à un moment, il faut qu'on préfigure d'autres méthodes, d'autres approches. Et puis, vont être installés, donc, à partir d'aujourd'hui, en fait, tout le comité de pilotage opérationnel, qui va consister pour nous à faire atterrir au niveau local votre site pilote et d'assembler autour de vous des compétences et des ressources. Donc on a déjà sollicité les DRAC et les DREAL, de sorte à ce que vous puissiez au niveau local bénéficier d'un correspondant direct qui sera donc informé et qui aura charge de mettre de l'huile dans les rouages pour vous aussi, pour vous faciliter les travaux au niveau local. C'est vous. Donc, on a tâché, au travers de toutes les candidatures qu'on a reçues, de constituer un panel dont vous allez voir tout au long de la journée qu'il recouvre quand même beaucoup de situations paysagères, urbaines, bâties, techniques, et des édifices, vous le verrez, avec un intérêt architectural, technique, parfois historique, dont beaucoup d'ailleurs sont labellisés ACR. Je vous invite à aller regarder le site qui répertorie donc tous les édifices labellisés architecture contemporaine remarquable. Je tiens à saluer Eléa, qui est étudiante à l'ENSA Val-de-Seine et qui travaille en tant qu'alternante au PUCA avec moi sur le programme Réhéritage. Et c'est grâce à elle que vous avez pu voir ce panorama un peu classifié des bâtiments de logement labellisés architecture contemporaine remarquable, qui était un support assez précieux pour travailler aussi sur la communication auprès des différents acteurs du logement, qui souvent lèvent assez rapidement les bras au plafond quand on dit « mais ce sont des bâtiments dignes en matière d'architecture ». Donc effectivement, ils nous ont servi de support précieux pour diffuser en fait que les qualités architecturales, c'est un petit peu plus large que ce qu'on imaginait, et à vulgariser le fait que la qualité se cache des fois là, pas où on l'imagine. Et puis il y a également le très beau site sur les modèles innovation qui a été mis en place. Et on aura le plaisir d'entendre Richard Klein qui nous fait l'amitié de bien vouloir à midi nous présenter la très belle exposition sur le recensement donc, des modèles innovation qui a eu lieu dans les Hauts-de-France, dans le cadre d'un autre programme porté par le ministère de la Culture et Architecture contemporaine remarquable, matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle. J'ai oublié XXe siècle dans le titre. Un point rapide aussi pour vous éclairer sur un temps qui a été très long pour vous, on en a bien conscience, pourtant on a tâché d'aller extrêmement vite, qui est la méthode de sélection qu'on a dû mettre en place pour le programme. Sur la base de vos candidatures, la première étape assez fondamentale dans le cadre d'un programme national, avec des objectifs nationaux, ça a été d'identifier la valeur patrimoniale des candidatures proposées. Ça paraît évident pour les sites qui sont déjà labellisés. Ça ne l'était pas nécessairement pour ceux qui ne l'étaient pas, et je vois dans ma diagonale Rémi Raguenet La Rochelle. On a été charmés de découvrir le prieuré à La Rochelle, qui n'était pas complètement dans les radars des politiques nationales et qui présente pourtant un intérêt historique et très contemporain dans les questions qu'il pose. On a donc travaillé de manière très étroite avec le Conseil stratégique et scientifique, voilà, pour s'assurer à un moment que passaient dans les mailles du filet des sites qui nous permettaient de poser aussi des bonnes questions au niveau national. Sur la base de ce premier travail, voilà, il y a 5 candidatures qui ont été écartées d'office.
Peut-être, Julia, tu peux rajouter quelques éléments de critères qualitatifs. Oui, donc ça, c'est vraiment en fait, on se tient vraiment à une approche scientifique dans le cadre du programme, avec vraiment une critérisation qui permet vraiment de mesurer la vraie valeur et qualité architecturale. Alors, effectivement, il y a des qualités architecturales qui définissent l'architecture contemporaine remarquable. Donc, il y a 6 critères, dont effectivement la singularité de l'œuvre, etc. Peut-être aussi expliquer que le label est un label aussi de projet, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est une mise sous cloche, qui le fige, c'est-à-dire il faut inclure la transformation, il faut transmettre ça aux générations futures, il faut inclure la transition écologique, donc du coup c'est vraiment un outil de projet de qualité. Donc un distinguo quand même à faire avec les monuments historiques qui évoluent de leur façon, mais avec une approche peut-être un peu moins ouverte que le label architecture contemporaine remarquable, qui permet tout à fait effectivement d'avoir des adjonctions, des transformations architecturalement de qualité en tenant compte des valeurs intrinsèques de l'édifice. Donc pour définir par exemple et savoir par rapport à quoi on part, donc le point de départ, qu'est-ce qui fait les qualités patrimoniales. Donc il y a des critères paysagères, des critères urbains, constructifs, la représentativité, les formes, les matériaux, le climat. Donc tout ça finalement a été rassemblé sur un tableau. On a aussi aujourd'hui, pour rappel, pas mal d'architectures du XXe siècle qui sont monuments historiques. On a donc le plaisir d'avoir avec nous la Tour Albert, donc qui est effectivement inscrite au titre des monuments historiques, mais aussi toutes les architectures de Le Corbusier du XXe siècle sont aujourd'hui monuments historiques. Donc pour pouvoir transmettre aussi nos architectures qui seront peut-être le patrimoine de demain, il est important quand même de préserver finalement ces critères et ces qualités. Deuxième étape, on s'est réunis avec nos partenaires institutionnels, toutes les grandes instances du logement qui ont, eux, dans le spectre, les politiques publiques et des injonctions, et des très bonnes questions à poser. Et ils ont donc fait la deuxième passe sur la base desquelles en fait, on vous a sélectionné, présélectionné. Et donc la troisième phase, on a travaillé avec vous dans le cadre des auditions pour s'assurer qu'on était dans un calendrier opérationnel qui vous permettait, vous, de ne pas gréver le développement des opérations déjà lancées, qui avait une volonté affichée derrière les candidatures aussi. On est dans un dispositif d'expérimentation, donc on a plaisir à travailler avec des gens très motivés et moteurs. Et puis s'assurer aussi que les préalables nécessaires au passage de la phase opérationnelle étaient déjà quand même à peu près là. Donc, ont été écartées en fait des candidatures qui étaient extrêmement en amont en fait des réflexions préopérationnelles et des candidatures pour lesquelles des maîtres d'œuvre avaient déjà été sélectionnés, puisque le but pour nous, c'est bien de vous accompagner dans cette démarche. Et donc, du coup, nous voici avec vous et les partenaires, donc 15 opérations pilotes, 15 opérations partenaires qui vont être associées aux réflexions et aux éléments professionnels. On vous présentera en fait en début d'après-midi par la voix d'Hélène Pesquine le dispositif et le distinguo de ce que veut dire la différence entre opération pilote, opération partenaire et comment ça va s'organiser. Je bouge pas, je parle trop. C'est un outil de contrôle. Voilà, mais ça, tu peux, si tu arrives à avancer mieux que moi, Julia. Là, donc on va balayer peut-être rapidement, parce que de toute façon, on aura l'honneur d'y revenir. On y va. Voilà. Alors, on vous a fait des petites cartes. Nous, on s'est assuré que vous étiez répartis à peu près dans toute la France. Notre idée aussi, c'est de pouvoir fédérer des dynamiques territoriales. Vous voyez que ça va se faire assez facilement dans plusieurs cas. Pardon. On a tâché d'avoir un équilibre sur les différentes typologies de logements qui sont nos pilotes, afin de donner à voir, nous aussi, du côté de nos instances, que ce n'était pas un sujet en particulier, mais bien plusieurs typologies qui posaient des... j'en ai passé beaucoup, qui posaient des questions. On a tâché d'avoir un panorama sur une période constructive du XXe siècle. On le sait très bien, sur certaines périodes, certaines techniques constructives, on a des allotissements, on a des choses qui sont des problématiques récurrentes que vous rencontrez, vous, par exemple, bailleurs sociaux. Et puis, on a tâché aussi de vous mixer avec des statuts juridiques différents, puisque un même objet architectural répond pas le même mode de gestion, ne répond pas les mêmes outils de pilotage, ni les mêmes besoins de développement d'outils complémentaires. Donc, vous voyez, on s'est rien épargné, mais on a un panorama de travail formidable.